Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 66 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Maud Allo. Mais avant de vous parler de Maud, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 épisodes. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et donc, tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 8 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Alors je dis 8 car j'ai tiré au sort aujourd'hui Elodie pour lui offrir 1 heure de coaching. Alors si vous aussi vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à y voir plus clair dans votre carrière, contactez-moi dès maintenant. Et donc parlons de mon invité du jour, Maud Allo. Alors vous connaissez Maud parce que j'ai déjà reçu Maud pour parler de son parcours dans le podcast Blue Mid Voice numéro 2. Elle était alors ma première invitée et je me rends compte en fait que le temps a passé très très vite depuis cet enregistrement. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, je vous invite à le faire car cela vous donnera un cadre à notre discussion du jour. En effet, j'ai invité Maud aujourd'hui autour d'un de ses thèmes d'expertise, le Feng Shui. Mais je souhaitais étendre cela au milieu professionnel, vous commencez à connaître ce qui me tient à cœur en effet. Donc, dans cet échange, Maud va nous expliquer comment le Feng Shui peut optimiser notre environnement professionnel pour favoriser la concentration, stimuler la créativité et même prévenir le burn-out. Elle nous dévoile des astuces précises pour agencer bureaux et espaces de coworking tout en respectant les besoins énergétiques de chacun grâce au chiffre QA. J'espère que je prononce bien. Un concept central en Feng Shui. Donc, que vous travaillez en open space, dans un bureau fermé ou même chez vous, eh bien cet épisode vous donnera des outils pratiques et simples pour harmoniser votre espace, gagner en sérénité et mieux gérer vos journées de travail. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer l'univers apaisant et inspirant du Feng Shui avec Maude. Et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Maude. Bonjour Cathy. Eh ben, écoute, Maud, merci beaucoup de me rejoindre sur ce nouveau podcast qu'on fait ensemble. Euh, on t'avait découvert, enfin moi, je t'ai pas découvert puisque je te connais depuis ta naissance, mais on t'avait découvert dans ma première interview, donc dans le podcast numéro 2 de Blue Mid Voice. Et donc pour les rares personnes qui ne l'ont pas encore écouté, et je leur demande de se précipiter dessus, est-ce que tu pourrais nous reparler rapidement de ton parcours et de ce qui nous amène ici aujourd'hui, le Feng Shui. Oui, alors déjà merci pour ta nouvelle invitation. Avec plaisir pour parler avec toi à nouveau de Feng Shui. Alors du coup, moi j'ai eu une première vie professionnelle dans la gestion de projet à Paris. Et vers 2016-2017, j'ai eu ce que j'appelle un rappel d'âme. Effectivement, ça a commencé à être un peu compliqué. J'ai commencé à être en perte de sens par rapport à mon travail et ma vie en général. Et ça a pris une petite année, mais avec un petit début de burn-out, voilà, tout ça m'a précipité le fait d'aller vers autre chose. Et j'ai décidé en 2017 de tout quitter et de renouer avec mes passions. Donc le feng shui, l'ébénisterie et la décoration. Ah, c'est super. Et là, en fait, on est là, ici pour parler du Feng Shui et on verra de tous ces liens vers le monde du travail. Et est-ce que tu pourrais déjà définir ce qu'est le Feng Shui? Alors, le Feng Shui, c'est une technique traditionnelle chinoise vieille de 4000 ans qui permet une amélioration du lieu de vie et de travail. C'est une branche de la médecine chinoise, donc c'est pris très au sérieux en Asie. Et dans sa forme moderne, c'est une grille de lecture qui permet de voir en fait ce que le lieu de vie ou de travail dit de la personne. Donc ça permet de prendre des consciences et d'enclencher des changements. Et c'est également une boîte à outils quelque part pour améliorer son quotidien. D'accord. Bah, écoute, ça nous donne, on va dire, ça ouvre le champ des possibles par rapport au monde du travail. Et donc, comme je disais, notre sujet du jour, c'est le lien entre Feng Shui et milieu professionnel. Et donc, bah, pour commencer, comment en fait le Feng Shui peut être utilisé pour créer un environnement de travail plus, on va dire, plus productif, mais surtout plus harmonieux pour les professionnels dans un bureau ou dans n'importe quel espace de travail?
Alors, je me permets juste une petite déviation avant de te répondre. Vas-y, vas-y. Déjà, merci. Je voulais effectivement juste indiquer que le Feng Shui, en fait, c'est vraiment donc pris très au sérieux au niveau professionnel en Asie. C'est utilisé par les plus grands chefs d'entreprise pour optimiser leurs locaux professionnels, pour s'assurer la prospérité et également la productivité de leur équipe. Donc c'est vraiment une technique d'accompagnement professionnel qui est prise encore une fois très au sérieux. Et en Occident, on commence à y penser. Donc du coup, je trouve que le fait que tu souhaites en parler en podcast, c'est une super idée pour faire connaître justement tous ces conseils. Donc du coup, ça permet d'optimiser aussi bien les locaux d'entreprise, Mhm. un bureau partagé, un open space, un espace de télétravail. Quand on est auto-entrepreneur, son bureau chez soi ou ses locaux chez soi. Et également, ça peut être utile pour tout ce qui va être commerce, agence et cabinet. Voilà. Et donc, pour te répondre concrètement, en fait, on a un ensemble de méthodes et de conseils en Feng Shui qu'on peut utiliser en fonction de la problématique. C'est important quand même toujours de quand même coller à la problématique qui est remontée par le chef d'entreprise ou par le professionnel qui a besoin de Feng Shui dans son espace pro. Donc, ça va être important de personnaliser ces conseils vraiment pour s'adapter à ce qu'on doit changer sur place pour améliorer les conditions. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc là, si par exemple on souhaite s'orienter vers euh, une amélioration, pardon, oh zut, une amélioration, merci pour le direct, de la concentration et de la productivité au travail, qu'est-ce que tu aurais comme conseil par rapport à ça? Alors, déjà, c'est un sujet super important que tu soulèves parce que très souvent, on peut effectivement avoir des problèmes de productivité et de concentration qui ne sont pas liés aux compétences de la personne, mais liés au lieu de travail et aux conditions de travail. Et on pourra en parler un peu plus tard, effectivement, mais tout ce qui va être mal-être au travail, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème de satisfaction qui peut enclencher parfois des sujets que tu connais bien et que tu gères en coaching comme le burn-out, etc., mais qui peuvent effectivement être liés aux conditions de travail. Donc, ces questions-là sont super importantes et parfois, par rapport à la concentration et la productivité, on va se blâmer ou on va être blâmé par sa direction, alors qu'en fait, on fait notre maximum, mais on n'est pas dans les bonnes conditions. Voilà, donc ça, je voulais juste le soulever, parce que c'est un des points du mal-être au travail. Et le feng shui, effectivement, peut déjà permettre de mettre en place des solutions et voir si après il y a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, c'est une première possibilité. Et donc, pour te répondre concrètement, déjà, on va chercher à apaiser son cerveau reptilien et à préserver au maximum son énergie pour être le mieux concentré possible et le plus performant. Parce que on est effectivement des êtres conscients et évolués, mais on a quand même le cerveau reptilien qui est notre cerveau qui va toujours nous indiquer s'il y a un danger, etc., etc. Même si on est chez soi, bien au calme avec son café, en train de travailler, le cerveau reptilien, sa fonction, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger. Donc, très concrètement, on va se placer face à la porte d'entrée de la pièce. Mhm. On va éviter d'être dos à cette porte d'entrée, sinon on va avoir tendance à se déconcentrer parce qu'on va avoir tendance à vouloir se retourner, voir si voilà, s'il y a un danger ou pas, ce fameux cerveau reptilien. Donc on va également éviter de se mettre dans les trajectoires porte-fenêtre, car énergétiquement, on peut être traversé par ce flux d'énergie, ce chi, qui effectivement, en Feng Shui, on considère que le chi, c'est cette énergie qui circule dans la maison comme dans le corps, à la vitesse d'un marcheur, et qui, quand on est dans des flux d'énergie, peut nous fatiguer, nous déconcentrer. Donc ça, on le prend en compte par rapport au travail. Idéalement, on va conseiller d'avoir un mur dans le dos pour se sentir soutenu, symboliquement, voilà, parfaitement placé, bravo Cathy. Effectivement, c'est ça, donc d'avoir un mur dans le dos, d'avoir une vue dégagée sur la pièce. Alors, en open space, attention à ne pas avoir une vue trop dégagée sur la pièce, de pas être dans un courant d'air énergétique, même si tu as un mur dans le dos, sans quoi tu risques de te déconcentrer aussi parce que tu vas avoir un flux d'énergie qui va t'arriver comme ça, plus toutes les personnes qui vont passer et qui vont, encore une fois, te déconcentrer. Ton cerveau reptilien va être, tu vois, happé par ces personnes qui passent. Voilà, donc l'open space, tu l'auras compris, c'est quand même un des endroits où on a le plus de difficultés à se concentrer. Je pense que peut-être tu l'auras vécu ou tu dois avoir ce genre de retour de tes clients aussi. Bah Voilà. oui, c'est vrai que de mon côté, en fait, même quand on n'était que deux dans un bureau, j'avais déjà du mal parce que, Mhm. ben voilà, rien que pas forcément par, la vision, mais par le bruit, par, voilà, donc oui, imagine dans un open space, c'eût été compliqué pour moi, mais c'est vrai que mes clients, me le rapportent également que, la concentration dans un open space et donc on pense pas forcément à l'énergie, on pense surtout au bruit d'abord
mais également, voilà, la dispersion. Ouais, oui, oui. Vas-y, je te laisse continuer. Ah non, mais t'as tout à fait raison, mais c'est ça. Effectivement, tu as soulevé un point important, c'est le flux d'énergie en open space. Effectivement, tu as ce qu'on appelle les charshis. Des flux, c'est-à-dire que l'énergie est trop rapide, il y a trop d'espace ouvert. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit être, on en parlera si tu veux un peu plus tard, mais cette notion d'open space, effectivement, ça peut être important de se créer des petits cocons. Voilà, de pouvoir effectivement avoir des moments où, alors, un cocon professionnel, encore une fois, on parlait de concentration, c'est très important aussi de rester concentré en ayant à la fois de la déco, c'est-à-dire qu'on va se sentir bien dans son espace de travail, parce que quelque part, on rentre pas dans un bureau avec uniquement des murs blancs, voire blancs un peu passés ou un peu, tu sais, voilà. On est dans un espace quand même où il y a une forme de vie professionnelle qui nous plaît, etc. Donc, c'est important d'avoir une déco, mais qui ne soit pas trop personnelle pour autant. Par exemple, on va éviter la déco qui rappelle la vie privée, les photos de ses enfants, les photos de famille dans le jardin, etc. Ou par exemple, les photos de voyage. Ça peut déconcentrer, parce qu'on va plus être dans sa tâche, on va être dans les vacances, dans le fait de voir sa famille, etc. Donc ça, on déconseille, même si on conseille quand même une déco qui va nous plonger dans le travail de façon zen, avec des choses qui nous plaisent. Il y a également ce qu'on appelle les chiffres Kua en Feng Shui. Ça nous permet de déterminer les quatre secteurs et les quatre directions les plus favorables, donc santé, sentiment, pensée et harmonie. Donc, on va se placer au maximum dans ce secteur pensée, donc qui favorise justement le travail, la concentration, tout ce qui est structuration des pensées, structuration effectivement de l'écrit, etc. Donc voilà, ce secteur-là et cette direction-là. Après, les trois autres sont aussi favorables. Si on peut pas y être, voilà, au moins on favorise une des quatre directions et on évite la direction la moins favorable, qui est le Juming. Ah, c'est un peu le Gargamel du coup du Feng Shui parce que il va nous faire travailler nos traits égotiques, donc c'est super si on l'utilise en conscience pour travailler sur soi. Par contre, 7 heures par jour dans son bureau, c'est forcément compliqué, ça nous déconcentre et on est moins productif. Voilà, pour répondre à ta question, du coup, tout ça, ça va être important. Et comme tu l'as énoncé par rapport au bureau et à l'open space, du coup, ça va être déconseillé de travailler face à un miroir, face à un collègue, face à face, même si le collègue est très sympa, forcément, ses mouvements, ou même le fait d'être dans la même énergie, d'être un peu des bulles énergétiques mêlées, etc., ça peut nous déconcentrer. Également, le fait de travailler face à un mur avec rien derrière soi. Encore une fois, on peut avoir un sentiment de vide derrière soi, être un peu déconcentré, avoir besoin de se retourner pour voir la pièce. Et éviter les sources de bruit, tu l'as dit aussi. Donc surtout en open space, ne pas hésiter à peut-être avoir des casques anti-bruit, des bouchons d'oreilles, voilà, ou même mettre de la musique si c'est toléré, et si c'est possible avec notre travail, musique qui nous encourage à travailler. Et enfin, le rangement. Le fait de ranger la pièce et le bureau pour pouvoir avoir vraiment un environnement propice à la concentration. Oui, oui, oui. Donc, par rapport à la concentration et à la productivité, j'entends le fait de se rassurer, mais pas trop avec des images, pas trop famille, mais plutôt zen et de ranger et puis bien sûr l'organisation dont tu as parlé, mais j'entends le fait de se rassurer et on n'y pense pas forcément, Mhm. le cerveau reptilien et donc merci pour toutes ces pistes et dans un autre côté, là, on parlait de rester focus, mais si on veut être plus créatif, plus innovant, tu conseilles quoi? Alors, j'ai conseillé un peu l'inverse. En fait, c'est là où justement c'est intéressant d'adapter en fait vraiment à son travail. Ça aussi, je voudrais vraiment le préciser. En fait, le feng shui professionnel, tout comme le feng shui dans la vie personnelle, c'est très important de placer l'humain au centre de ce qu'on va faire, de ce qu'on va conseiller. Voilà. Encore une fois, il y a des grands conseils génériques, mais chacun est déjà effectivement à sa propre personnalité, ses propres façons de vivre, sa propre énergie et son rapport au lieu. Mais comme tu le soulèves avec tes questions, justement, tu as différents types de tâches de travail. Tu as effectivement des fonctions qui nécessitent une grande concentration, une grande méticulosité, et tu as effectivement des fonctions qui nécessitent l'inverse de la créativité, du mouvement, une énergie très yang, voilà, et en même temps très yin. Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Par exemple, quand tu es dans des métiers créatifs, innovants, là, au contraire, si on prend l'exemple, par exemple, de personnes qui font de la publicité, de la communication, ou qui sont dans l'expression
sur les réseaux, etc., on va plutôt imaginer des bureaux qui vont leur permettre d'exprimer complètement leur personnalité, avec peut-être du mobilier design contemporain, puisqu'on doit être dans l'énergie du moment. Par exemple, tout ce qui va être mobilier plutôt ancien, on est dans des énergies liées à la tradition, à l'ancien, etc. Donc, quand on est dans des métiers qui sont liés à la restauration ou à transmettre du patrimoine historique, etc., à ce moment-là, oui, c'est très bien dans cette énergie-là, mais imaginons un créatif qui soit dans ce type d'ambiance, soit très neutre avec des murs blancs, soit effectivement avec des mobiliers un peu neutres, ou alors même dans des mobiliers un petit peu anciens, ça lui correspondra pas du tout. Là, il devrait être dans des énergies modernes, innovantes, etc. Donc du design, des mobiliers contemporains design, avec effectivement des bureaux qui vont être très créatifs, beaucoup de couleurs, des objets personnalisés. Là, par exemple, c'est le moment idéal pour ramener sa collection de Chevaliers du Zodiaque, de Pokémon, des posters ou des fonds d'écran de décors de science-fiction. Voilà, ce type de fonction, oui. Par contre, si tu me dis, bah voilà, telle personne doit se concentrer sur des chiffres, des tableaux de bord, je vais pas conseiller ça. Parce que, Non, non, ça va. effectivement, alors, je compte, voilà, effectivement, d'être quand même dans une déco qui soit encore une fois sympa, zen, etc., ou qui lui corresponde, mais pas qui va pas forcément lui rappeler, justement, comment dire, ce rapport au jeu, à, comment dire, voilà, à la totale expression de lui-même, dans le sens privé. Alors que là, en fait, les créatifs, on va leur demander d'exprimer complètement ce qu'ils sont d'un point de vue intérieur et effectivement d'avoir une énorme liberté d'expression, c'est ce qu'on recherche chez eux. Et du coup, là, par contre, ça va être le moment d'exprimer toute leur personnalité dans leur bureau. Et d'avoir des bureaux effectivement très très colorés. Et tu vois, par exemple, en déco feng shui, on va faire attention aux couleurs. Bien sûr, il faut que ce soit compatible avec l'élément du secteur, mais on va aussi, par exemple, pour des tâches ou des fonctions qui demandent plus d'intériorité, être sur des couleurs plus douces, des couleurs plus apaisantes. De la même façon, quand on doit être créatif, innovant, être sur des bleus, par exemple, ou des verts. Quand on doit avoir des fonctions beaucoup plus qui appellent au leadership ou qui appellent à la productivité à haute dose, on va être sur du rouge, sur du orange, sur du jaune. Donc, du coup, voilà, on va jouer avec tout ça. D'accord. Ah, c'est super riche, hein, bon, j'avais pas ça en tête quand je t'ai invité et je pensais qu'en fait on se contentait de l'organisation de la pièce, mais ça joue aussi donc sur les couleurs, sur tout tout l'univers dont on s'entoure en fait. Oui, en fait, on est en permanence en résonance psycho-émotionnelle avec son environnement, que tu le veuilles ou pas. En fait, voilà, on est enfin, toujours en train d'interagir avec l'extérieur et ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Donc, en fait, effectivement, d'où l'importance de la qualité énergétique de la pièce. Donc, on peut parler de purification, de faire attention effectivement à ce qu'il y a un bon taux vibratoire, à pas être sur des failles en géobiologie, etc., sur des cours d'eau, etc. De la même façon, d'un point de vue psycho-émotionnel, tout ce que tu vois va avoir une influence. Donc en Feng Shui, on va aussi jouer avec tout ça. Par exemple, tu as un très très beau tableau derrière toi, tu vois, il attire l'œil, les couleurs sont belles, effectivement, les dessins sont beaux, tu vois, effectivement, et c'est vrai que donc ça apporte quelque chose. Et c'est vrai que par exemple, voilà, tu peux très bien dans ta pièce professionnelle, dans ton bureau, jouer sur ces symboliques-là par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton travail, par rapport à tes objectifs pro. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, 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 oui. Donc là, en fait, tu viens de nous parler de rester concentré, plus productif, ou au contraire plus innovant. Donc je t'ai orienté vers une sphère un petit peu personnelle. Maintenant, si je te pose une question par rapport à la communication et la collaboration, en fait, de tout ce qui concerne les relations interpersonnelles, comment le Feng Shui peut aider également là-dessus? Alors déjà, effectivement, le Feng Shui, c'est un axe de collaboration dans le cadre professionnel, puisqu'on va chercher en fait à créer justement de la cohésion, quand on l'utilise dans un cadre pro, hein, Mhm. à créer de la cohésion, effectivement, pour que chacun puisse être bien dans son cadre professionnel. Donc déjà, il y a cette notion-là. Après, en Feng Shui, on a 9 secteurs par étage, en fait. On découpe l'espace en plan 2D. Et du coup, effectivement, on va avoir 9 secteurs et le secteur sud-ouest va être
dans un cadre pro, le secteur justement de la communication, des relations et de la collaboration. Donc, je dirais, ça peut être l'endroit idéal pour une salle de réunion, une salle où on va, même pourquoi pas la salle de pause où on va échanger. Ça va dépendre de la taille des locaux, tu vois, et de la façon dont on souhaite collaborer. Parce que de la même façon, on voit beaucoup d'initiatives arriver en entreprise de l'ordre de casser un peu les salles de réunion, tu sais, très froides, voilà, et plutôt avoir des espaces entre la salle de pause et la salle de réunion avec des nouveaux mobiliers aussi un peu des assis debout, où tu puisses, comment dire, avoir dans un cadre plus sympathique, plus chaleureux, parler quand même de sujets bien sûr très sérieux. Voilà, donc moi je dirais optimiser ce type d'espace par rapport encore une fois au type de fonction de l'entreprise et du type de réunion qu'il va y avoir dans ce type de lieu, vraiment optimiser ce secteur et bien sûr le dynamiser avec le cycle des 5 éléments, avec les bons objets, des objets qui reflètent justement cette collaboration et puis voilà, en faire un espace aussi de collaboration effective. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, 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 en fait, le feng shui, je pense que quand tu interviens en entreprise, tu vas conseiller au niveau de toutes ces sphères, pas seulement l'organisation, mais également, bah, voilà, tu parlais des couleurs, tu parles maintenant des objets. Oui, 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 bah, écoute, merci déjà pour cette approche et les éléments en fait qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Et d'un autre côté, en fait, comment le feng shui pourrait aider, parce que c'est quand même un sujet qui vraiment me tient à cœur, comment le feng shui peut aider les personnes à prévenir le burn-out? Alors par rapport au burn-out, du coup, alors le burn-out effectivement, c'est un sujet qui, comment dire, qui peut être effectivement mise en lumière par le feng shui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut encore une fois utiliser la partie du feng shui qui est plutôt la grille de lecture pour se dire, OK, là, je constate que je commence à accumuler du bazar chez moi, que je commence à avoir du mal à ranger. Il y a vraiment un bazar excessif. Aussi le fait que, bah, par exemple, je vais avoir du mal à entretenir ma maison alors qu'avant, c'était quelque chose qui se faisait, c'était fluide, c'était OK. Voilà, j'ai du mal à prendre soin de ma maison, j'ai du mal à prendre soin de moi au final, parce que prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. On peut enfin, on peut commencer aussi à constater que le niveau énergétique de la maison baisse. C'est-à-dire qu'avant, ma maison, c'est un peu mon cocon, je me ressourçais, et là, bah, je rentre chez moi, je me sens pas forcément mieux. Voilà, parce que en fait, il faut savoir qu'on laisse aussi un peu des formes pensées, ou voilà, on dégage une énergie, donc quand on n'est pas bien, et c'est normal, c'est humain, on peut aussi dégager un peu une énergie plus basse. Donc du coup, ça peut être aussi se dire, ok, je me rends compte que je me ressource moins chez moi. Voilà. Et on peut aussi utiliser du coup le feng shui en fait pour faire du tri dans ses pensées. C'est-à-dire quand on constate déjà un petit peu ça, qu'on est voilà, bah, déjà qu'on n'est pas bien et que ça se reflète sur son environnement, on peut déjà enclencher quelque chose. Alors je sais que le burn-out c'est un gros sujet hein, et que c'est pas aussi facile que ça. Donc encore une fois beaucoup de compassion pour les gens Voilà. qui traversent ça. Je sais que c'est vraiment pas aussi facile, mais en tout cas à l'échelle dont on est capable à ce moment-là, effectivement, comment dire, on peut déjà enclencher les peut-être déjà utiliser encore une fois sa maison comme grille de lecture, voir dans les différents secteurs comment est-ce que du coup on commence à changer nos comportements et donc pas positivement par rapport à la maison parce qu'en fait en fait, on se rend compte, et ça marche, c'est fou, en fait, que psycho-émotionnellement, on va laisser du bazar à tel endroit parce que ça va refléter en fait une problématique. Par exemple, on peut laisser du bazar dans une pièce et en fait, ça peut paraître pas très logique, mais quand on va regarder en termes de feng shui, on va se rendre compte que c'est dans le secteur nord, le travail. Donc là, en fait, c'est parce que psycho-émotionnellement, on a un problème avec le travail et on va inconsciemment le refléter. Ça peut être, on va acheter des tableaux de tempête, alors qu'avant, on avait plutôt des tableaux positifs, et là, on va acheter des tableaux un peu mais qui vont nous plaire sur le coup, parce qu'en fait, ils vont refléter ce qu'on ressent. On va se sentir en interaction, comment dire, en une forme d'osmose avec ce type d'objet, mais en fait, ils sont pas positifs, c'est juste qu'ils reflètent le mal-être qu'on a du mal à exprimer. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça va parler. Et donc, on peut utiliser le feng shui, donc on peut inverser dans la mesure du possible dans ces moments-là, quand on est en burn-out ou en pré-burn-out, pour se dire, OK, là, je vais me mettre à faire du tri qu'est-ce que j'enlève de mon environnement, etc. De quoi je veux me défaire. Parce qu'en fait, quand on range sa maison, quand on fait du tri, quand on jette des choses, on commence à changer des paramètres de sa vie. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment puissant parce qu'en fait, on commence à prendre des décisions. On commence à se dire ça, j'en veux plus. Mais ça va jouer d'un point de vue inconscient aussi sur nos relations, sur notre façon de vivre les événements, sur ce qu'on va accepter ou pas au travail.
Voilà. Et du coup, le fait de commencer à prendre soin de sa maison et de prendre des décisions, on va quelque part inconsciemment aussi le reporter sur le milieu pro. Puisque là on parle du pro, qu'est-ce que Mm. j'accepte et que j'accepte peu plus? Qu'est-ce que je suis prêt encore à donner ou pas? Qu'est-ce que effectivement je veux prioriser dans ma vie aujourd'hui? Ça permet vraiment d'enclencher des réflexions. Et en entreprise, je dirais, par rapport au burn-out, c'est un vrai sujet. Déjà, en entreprise, il y a une problématique, selon moi, pour les entreprises qui n'ont pas encore enclenché ce changement de management, cette façon de faire différente, c'est que, en fait, on peut sentir quelque part impuissant sur son lieu de travail. On choisit pas les locaux, on choisit pas la place qu'on occupe. Donc, on peut être dans son zooming, encore une fois, et mal travailler, et se dire, mince, je peux pas demander à changer. Donc on a un peu parfois ces schémas d'impuissance qui ressortent dans le milieu pro parce qu'en fait on a au final très peu de marge de manœuvre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point, Mm. mais C'est une on- impression, oui. ouais, effectivement. Et Mm. tu vois, tu peux très bien te dire, ok, j'ai pas de pouvoir sur la déco, j'ai pas de pouvoir sur, etc., etc. Et en effet, tu as raison, c'est une impression, parce qu'en fait, on peut très bien se dire, alors ça dépend du management encore une fois, mais quand le management est bienveillant, on peut très bien effectivement enclencher une interaction avec le management et lui faire prendre des consciences, tu vois, et s'il est bienveillant, justement, il va répondre positivement à ça. Et par rapport au burn-out, du coup, ça peut être le fait de se dire, ou pré-burn-out, de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de changer de travail? Ou est-ce que j'ai envie de changer de conditions de travail? Parce que en parlant avec des thérapeutes et des professionnels comme toi de la reconversion professionnelle, du changement de travail, du coaching, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir ou enclencher des changements pour être auto-entrepreneur, alors qu'en fait, quand on creuse un peu de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a plutôt une notion de je suis mal au travail, mais le statut salarié me convient bien parce qu'il y a la Mm. sécurité, parce que j'aime mon travail, etc. Tout à fait. Et du coup, en fait, parfois, il suffirait juste, alors, dit comme ça paraît facile, mais il suffirait de changer des paramètres de travail pour, au final, que ces insatisfactions qui peuvent aller jusqu'au burn-out, du coup, ou du burn-out, changent, enfin, ou se renversent. Tu vois, que voilà, c'est le fait justement de pouvoir s'autoriser à mettre de la décoration, tu vois, encore une fois, ça peut paraître trivial, mais en fait, ça a un réel impact, hein, encore une fois. La couleur, parce qu'en fait, au niveau de la médecine du travail, il y a des études qui ont été faites et ils se sont rendus compte qu'en fait, les murs blancs, ça favorise le burn-out, en fait. Parce que justement, il y a cette impression, comme on l'a dit, d'impuissance, effectivement, comment dire, ce mur blanc, en fait, d'un point de vue psycho-émotionnel, du Intimidant. coup, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, le fait de mettre, c'est pas en plus, on parle de la productivité. Les murs blancs, en Mhm. fait, ne sont pas bons pour la productivité. On s'ennuie, on est moins créatif avec des murs blancs. Donc il y a eu des études sur la couleur qui ont été faites, et du coup, c'est vraiment la pire des couleurs dans laquelle on peut travailler, c'est le blanc. Donc en fait, il y a vraiment cet intérêt, selon moi, à mettre de la valeur sur le bien-être au travail, aussi par le biais de l'environnement de travail, avec toutes ces questions de couleur, de décoration, et également de redonner du pouvoir aux personnes sur, ok, c'est ton frère avec qui j'ai discuté effectivement, qui donnait des pistes très intéressantes, de style, chacun peut ramener quelques éléments de décoration, ils choisissent ensemble dans les bureaux, etc. Ça crée en plus du team building, voilà, donc il y a aussi cette notion justement de fédération dans les équipes, où en plus on apprend des valeurs importantes dans le cadre du travail, qui vont être de justement ne pas être dans le compromis, donc on n'accepte pas quelque chose qui nous plaît pas pour faire plaisir à l'autre, effectivement, donc on sacrifie pas, mais on cherche ensemble une décoration qui convienne à tout le monde. Donc ça, tu vois, ça en plus, inconsciemment ou consciemment, ça va développer des valeurs d'équipe fortes. Ah oui, Donc ça peut être oui, un très bon oui. outil de team building, voilà. Mm. Voilà, voilà, mais c'est C'était. un vrai sujet, hein, le burn-out, et il y a des pistes, en tout cas, en Feng Shui qui peuvent complètement aider. Après, si la personne n'est pas bien dans son travail, il doit changer, ça c'est autre chose, mais si en tout cas elle est la proportion de personnes qui aiment leur travail mais veulent le faire autrement parce que les conditions de travail leur pèsent, ça effectivement, ça peut jouer. Et alors pour extrapoler un peu, en parlant des ergothérapeutes et kinés, etc., en fait, il y a aussi cette notion de bouger. On parlait de chemin d'impuissance, parfois un peu comme à l'école, on n'ose pas bouger, on n'ose pas. Donc c'est plus s'autoriser. Donc ça rentre aussi dans l'affirmation de soi, mais plus s'autoriser au final à bouger une fois par heure, même si on passe pour la personne qui va être dissipée, non productive ou autre. Non, on bouge, on fait bouger le chi dans son corps. On pourrait pas faire des mouvements aussi, faire des mouvements toutes les heures, même si on passe un peu pour un fou.
prévenir, voilà, j'ai besoin de bouger. Mais effectivement, voilà, bouger une fois par heure et s'hydrater et en réunion, pour les réunions longues notamment, ne pas hésiter, et surtout quand on a des maux au niveau du dos, mal de dos, etc., ne pas hésiter à dire, écoutez, moi j'ai besoin de me lever et se lever et continuer à écouter. Voilà, et c'est vrai que je reparle de l'Asie, mais vous voyez, toutes ces personnes qui font du tai chi, des mouvements, etc., c'est très intégré chez eux. Et nous, voilà, on est très scolaire, etc., et c'est important de pouvoir changer tout ça pour faire baisser justement l'insatisfaction et renverser la vapeur positivement. Oui, c'est un changement des mentalités à instaurer Mm. progressivement. Oui, oui, oui. Ouais. Tu le disais, le feng shui rentre progressivement dans les mœurs au niveau des entreprises. Donc, c'est déjà voilà, une première étape. Et tu as raison, en fait, les gens nous accompagnent en bilan de compétences. Tous ne souhaitent pas partir, euh, devenir entrepreneur. Il y a des gens à la fin du bilan de compétences qui retournent dans leur travail actuel, mais qui ont pris du recul. Et alors, je pourrais ouais, également suggérer de revoir l'environnement maintenant, en plus par rapport à une prise de conscience et une responsabilisation par rapport à leur poste en eux-mêmes. Mais c'est vrai que les conditions de travail jouent un rôle hyper important par rapport Mhm. à des prises de conscience de volonté de changement, en fait. Donc Tout à oui, fait. oui. Donc oui, une prévention possible avec le feng shui qui peut en fait donner, enfin, faire émerger des prises de conscience en se disant il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à mon fonctionnement habituel de la gestion de mon environnement déjà proche. Ok, ok, ok. Et donc là, voilà, on était un petit peu entre le pro et le perso dans ce que tu nous as introduit comme idée au niveau de la prévention du burn-out. Et je me posais la question, tu sais, parfois, en fait, quand on est en télétravail, c'est compliqué, tu vois, cette séparation perso-pro dans un même univers, ou par exemple dans les entrepreneurs que nous sommes, où en fait on doit faire intégrer notre bureau dans notre espace perso. Qu'est-ce que tu as comme conseil par rapport à ça? Alors, déjà, comme tu l'as dit, c'est hyper important cette notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, et justement, je fais juste un petit lien avec la question précédente. En fait, on peut parfois se sentir un peu, comment dire, en surcharge mentale quand on est auto-entrepreneur et qu'on travaille chez soi, parce que justement, on va avoir tendance à avoir un mélange constant de tout. Et encore une fois, c'est normal au début, c'est compliqué de s'organiser parce que à la fois on doit quand même beaucoup travailler en tant qu'auto-entrepreneur, hein. Ça demande quand même beaucoup de travail avant de trouver une certaine comment dire un certain équilibre. Mais forcément, hein, c'est tout nouveau pour ceux qui étaient salariés avant. Et du coup, donc il y a l'importance de justement trouver ses marques et ses marques à soi. Parce qu'encore une fois, on est tous différents. Par contre, je pense quand même qu'il y a des grandes lignes qui est déjà l'importance de créer un espace et un temps défini de travail chez soi même quand on est passionné. Voilà, c'est un peu l'histoire des piliers. Il y a plusieurs piliers qui régissent notre vie. Et c'est important, effectivement, que tout ne soit pas mis sur le travail pour qu'on puisse, effectivement, voilà, avoir un équilibre, même si le travail est important pour soi. Hein, ça peut être une valeur très, très forte. Et c'est très bien. Mais c'est quand même important de pouvoir avoir des espaces de relâche, où on pense à autre chose et où même voilà, on vit autre chose chez soi que le travail. Donc du coup, c'est vraiment cette notion d'équilibre avec, par exemple, si vous avez de la place, une pièce dédiée, donc ça c'est l'idéal, où vous entrez pour travailler, on va dire à 9 heures du matin, par exemple, et vous ressortez à 17 heures avec votre pause déjeuner, bien sûr, mais comme vous feriez dans dans un bureau voilà, dans une entreprise à l'extérieur de chez vous. Donc un peu cette notion de séparer d'un point de vue spatial et temporel cette notion de travail. Après, si vous n'avez pas cette possibilité, je déconseille quand même de travailler par exemple dans les espaces où ça va vous rappeler de la charge mentale ou vous distraire. Par exemple, sur une table de salon. Avec les jouets des enfants un peu partout, avec la télé allumée, etc. Même si on se dit, bon, voilà, ça va quand même vous distraire. Donc l'important, c'est quand même quitte à travailler un peu moins, quitte à faire des sessions plus concentrées, et puis en fonction de ce que vous faites comme métier, etc. Encore une fois, tous les métiers ne sont pas les mêmes, donc les métiers créatifs, ça va être encore différent que les métiers plus, comment dire, où il faut plus de méticulosité, plus de concentration, etc. Donc du coup, je dirais ça, évitez de travailler avec un bureau dans la chambre.
ça c'est sûr. Notamment quand vous êtes en couple. Voilà, ça peut effectivement, bah, déjà vous créer une surcharge mentale de voir le bureau au réveil et quand vous vous couchez. Voilà, ça peut aussi peut-être créer des tensions dans le couple parce que ça ramène le travail au final dans le couple. Vous voyez, tu vois, le bureau dans la chambre voilà, du couple. Donc vraiment, le bureau dans la chambre, c'est vraiment à déconseiller. Et dans la mesure du possible, effectivement, de ne pas travailler, encore une fois, dans tout ce qui va vous rappeler vos tâches ménagères, encore pour la question de charge mentale dont on parlait. Et alors, on va revenir au chiffre quoi. Ça, c'est évident, c'est applicable partout et c'est très important. Donc, c'est la notion de se placer dans son secteur et direction de pensée au maximum, puisque c'est ce qui va vous favoriser d'un point de vue énergétique tout ce qui va être lié au travail. Voilà. Pareil, le secteur nord, faire bien attention chez soi et d'un point de vue général, hein, équilibrer sa maison, c'est hyper important d'un point de vue général et encore plus quand on travaille le chez soi, parce que du coup, on a les deux sphères qui viennent se juxtaposer. Et quand par contre, on ne peut pas avoir comment dire, de bureau fermé, je dirais, si on peut avoir quand même un espace défini pour travailler dans les espaces ouverts ou communs, pourquoi pas opter pardon, pour un secrétaire, vous voyez, ou les bureaux qui se referment et qui font que en fait, l'espace de travail disparaît à la fin de la journée, même si c'est dans un espace commun. Ou à minima, des espaces de rangement qui font que le travail, encore une fois, disparaît quand c'est le moment de votre vie privée. Quel que soit le format, en fait, voilà, que vous puissiez, vous, passer à autre chose à la fin de la journée. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai une question en fait. Tu parles de secteur nord pour le travail. Ouais. Donc en fait, ça signifie que le mur, euh, par exemple, moi je suis dans un appartement, le mur qui donne vers le nord, donc en l'occurrence ce que j'ai là, c'est le dernier mur de l'appartement. Ce serait le mieux pour pouvoir travailler, c'est ça? Ah, Alors en fait, pour travailler, le mieux, ça va être de te placer dans ton secteur et surtout dans ta direction quoi penser. ah oui. Parce que c'est ce qui va effectivement énergétiquement te nourrir le plus. Après, ce qui est important, c'est que ton secteur nord soit dynamisé avec le cycle des cinq éléments, donc la bonne couleur qui va bien, les bonnes symboliques, etc. Parce que, encore une fois, même si tu travailles pas dans ton secteur nord, par exemple, ton nord peut être ton Jooming. Tu sais, le fameux Jooming, le fameux Gargamel. Donc, il faut voir déjà ton chiffre quoi. Donc, c'est pas forcément travailler dans ton secteur nord, ça va plutôt être utiliser le chiffre quoi pour l'aménagement. C'est ce qu'on utilise en Feng Shui, hein, le chiffre quoi plutôt pour l'aménagement. Par contre, on considère que c'est important de bien énergiser chaque secteur de vie en général, et que quand on a envie ou besoin de mettre l'accent sur une partie de notre vie, comme on le fait en coaching, tu vois, où du coup, effectivement, j'imagine que toi, avec tes clients, pardon, tu vas avoir tendance à du coup les aider sur un objectif de vie. Du coup, là, c'est pareil en Feng Shui, en fait. C'est que du coup, on va avoir tendance à leur conseiller, du coup, de mettre l'accent peut-être sur le secteur nord, tu vois, si c'est vraiment la priorité à ce moment-là dans leur vie. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va pas forcément se mettre face au nord. On va regarder le chiffre quoi. Par contre, on se mettra face à notre bonne direction quoi. Et si on ne peut pas utiliser le secteur et la direction de pensée, par contre, on fera au maximum en sorte d'utiliser une des quatre autres directions et secteurs quoi, qui sont positifs. Ok, ok. Et, euh, et donc lui, là, en fait, c'est une transition toute trouvée que tu m'offres par rapport à quelqu'un qui veut s'orienter vers de nouvelles opportunités, par exemple professionnelles, ou améliorer ses perspectives de carrière. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors, tu as parlé du chiffre quoi, mais sinon. Alors, effectivement, une personne qui voudrait booster sa carrière, c'est ça qui va changer. Alors, du coup, moi, je dirais déjà, comme encore une fois, selon moi, on a cette notion, enfin selon moi, le Feng Shui, c'est un des principes du Feng Shui. En fait, cette notion d'interaction psycho-émotionnelle toujours avec son environnement. Donc, je dirais effectivement, encore une fois, c'est des moments de changement, c'est des moments où on peut avoir des doutes, ça peut être compliqué. Donc, c'est déjà important vraiment de faire attention à son environnement. C'est-à-dire voilà, que ça puisse nous soulager, qu'on n'ait pas une charge mentale en plus, qu'on n'ait pas de stress, que l'appartement soit propre, rangé. On parlait de l'importance du rangement. Mais aussi, moi, je dirais, à la fois nourrir sa confiance en lui. La personne, effectivement, je l'inviterais vraiment à nourrir, encore une fois, le secteur nord, c'est le travail, nord-est, la confiance en soi, connaissance de soi, bien se connaître, parce qu'encore une fois, l'important, c'est d'avoir quand même un travail qui correspond à ce qu'on est.
Voilà. Donc, pouvoir aussi bien parler de soi en entretien. Le centre, parce que le centre représente le moment présent et aussi tout ce qui va être ancrage, équilibre. Donc, c'est important aussi. Et tout ce qui va être secteur sud. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se montre. Parce qu'effectivement, quand on va postuler, on se montre. Voilà, c'est un peu l'aboutissement de cette partie de son projet pro. Et donc, c'est comment est-ce qu'on se montre à l'autre, comment est-ce qu'on se montre au monde, comment est-ce que, quelque part, quelle est notre renommée au sens neutre du terme, comment est-ce qu'on se fait voir, comment est-ce qu'on se voit soi-même aussi. Voilà. Donc, je Et dirais ça. Et de la même vas-y, vas-y. et pas- ouais, effectivement, et je dirais, tu vois aussi, utiliser les vision boards. Pardon pour l'accent. Les vision boards. Tu vois, les tableaux de visualisation où en fait, tu vas pouvoir quelque part aussi faire sortir de ton esprit ce que tu veux, tu vois, le Mhm. matérialiser. Donc déjà pour toi, ça permet de structurer et de poser les choses. Et en plus, quand on y croit, ça permet aussi d'envoyer le message à l'univers de ce qu'on veut. Et aussi de pouvoir peut-être tous les jours passer devant, le nourrir, se nourrir de ce tableau de visualisation. Oui, oui, oui. Mais j'aime beaucoup en fait suggérer le vision board quand on souhaite avoir une vision plus claire. Parce que là, en fait, comme tu dis, hein, c'est vraiment clairement devant nous et on peut s'y rattacher. Oui, en fait, je Mm. te coupais la parole parce que tu parlais de la renommée et de comment on se montre. Et dans un entretien d'embauche, comment est-ce que le feng shui peut aider aussi par rapport à faire une bonne première impression? Alors je trouve que ça peut aider, encore une fois, dans le fait de se faciliter la vie. D'accord? En fait, c'est faciliter la vie et se nourrir encore une fois de symboles positifs. Par exemple, euh, tu vois, quand tu vas passer l'entretien d'embauche, généralement, la majorité des personnes, il peut y avoir du stress, il peut y avoir du manque de confiance, il peut y avoir beaucoup de préparation nécessaire, et ça beaucoup de travail, tu vois, c'est comme beaucoup d'émotions qui peuvent être un peu compliquées. Donc moi, je dirais déjà, c'est un moment où, encore une fois, tout ce qui va être se faciliter la vie chez soi, ça peut être très positif. Le fait Mhm. d'être que ce soit rangé, d'avoir facilement accès à ses tenues, tu vois, que ça soit pas un stress supplémentaire. C'est une entretien. Le fait également, encore une fois, d'avoir un feng shui qui va nous nourrir positivement. Donc là, je mettrai l'accent aussi sur les objets et leur symbolique. Tu vois, éviter, faire un petit tour un peu de ce qu'on a chez soi, et éviter tout ce qui va être symbole d'impuissance. J'ai déjà vu, tu sais, des choses un peu inconscientes comme ça projetées chez les personnes où du coup on avait des images pas, il y avait des images pas très positives dans certains secteurs, notamment des statuettes qui venaient de pays asiatiques. Donc c'était des souvenirs de vacances, mais qui représentaient tu sais, des personnages recroquevillés comme ça. Donc un peu ce symbole, tu sais, de déprime, d'impuissance, etc. Donc Mhm. ça, je conseille quand même de les enlever, même si ça a été ramené d'un pays, d'un voyage. Et donc, tout est plutôt remplacé par des symboles de confiance en soi. Tu vois, par exemple, mettre une belle tête de lion dans le secteur du travail ou face à un bureau, ou tu vois, ou mettre par exemple un symbole de réussite, un symbole de leadership. Et ça peut être subtil, c'est pas forcément un homme ou une femme, tu sais, avec un trophée, mais ça peut être des choses subtiles ou qui nous font, ou ça peut être ça aussi, hein, ou ça peut être effectivement des personnes enfin, comment dire, oui, des personnages ou par exemple, le personnage, je sais pas, d'un film qu'on a aimé, qui symbolise pour nous la réussite ou le leadership ou justement ce que nous, on veut incarner. Tu vois, voilà, Mhm. c'est en tout cas, c'est nourrir positivement aussi, se nourrir positivement visuellement, ça peut être des phrases motivationnelles, etc., qui pendant un temps nous accompagnent et qui font que bah, du coup, on va se nourrir de tout ça et que quand on sort de chez soi pour aller à cet entretien, on s'est nourri de tout ça. Et la dernière chose que je dirais, c'est la purification énergétique, tu vois, pouvoir mettre un peu d'encens avec l'intention de dissoudre les énergies négatives, mettre des musiques avec des fréquences hautes, voilà, travailler un peu sur l'énergétique aussi de chez soi, parce que forcément, et c'est normal, dans ces périodes-là, on va émettre pas mal d'énergie un petit peu chargée, que ce soit de stress, de doute, de voilà, l'énergie un peu dite négative, donc autant les dissoudre pour augmenter énergétiquement pardon, son habitation. Mhm. Et, euh, et j'aime bien à chaque fois, en fait, ta dernière phrase me donne une transition parce que je pense à autre chose. Euh, Mhm. Là, par exemple, tu viens de parler d'énergie qu'on avait tout intérêt à remonter. Et donc là, on parlait par rapport à une recherche d'emploi. Et dans le cas d'entrepreneurs, est-ce que c'est possible aussi, hein, je pense à toi, je pense à moi, je pense à tous les entrepreneurs qui peuvent nous écouter, Ouais. d'attirer plus de clients, d'avoir
Le côté prospère de notre activité, est-ce qu'on peut jouer aussi sur le feng shui Oui. Alors oui, oui, pour moi, le feng shui, ça joue là-dessus, dans la mesure où, effectivement, on va travailler sur tout ce qui va être axe de réussite. Donc, en fait, encore une fois, il y a tout ce qui va être l'axe nord-sud, par exemple, où on va regarder un peu ce qui se passe, donc voir un peu ce qui se passe dans les différents secteurs de cet axe. Et de la même façon, par rapport à la prospérité. Alors, par contre, merci, parce que du coup, cette question, je la trouve hyper intéressante, comme toutes les autres, mais celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, je milite un peu contre le feng shui superstitieux. Enfin, je milite pas contre, c'est pas vrai, Mhm. mais en gros, je ne le prêche pas. On va dire ça comme ça, c'est plutôt ça. En fait, je suis très développement personnel. Et je pense qu'en fait, le feng shui, c'est une grille de lecture, c'est quelque chose qui accompagne aussi. Mais pour moi, je n'adhère pas au feng shui magique superstitieux. Donc pour moi, c'est pas parce que vous allez mettre un objet que parfois on vous vend cher en plus, qui est symbole de prospérité ou autre, que tout va se débloquer. J'y crois pas. Ce que je pense, c'est que, encore une fois, d'un point de vue psychomotionnel, forcément, ça vous accompagne les choses positives. C'est ce qu'on disait. C'est comme l'éducation d'un enfant, un enfant à qui on va répéter t'es nul, rien, forcément, il va y croire, et ça va pas, ça va le dévaloriser, ça va le blesser, ça va le traumatiser. Un enfant à qui on aura dit tu es capable, voilà, je t'aime, tu vas y arriver, les erreurs font partie de la vie, il va avoir un autre type de développement. Bah, c'est pareil, en fait. Vous utilisez un petit peu votre maison comme un petit cocon où, du coup, effectivement, vous allez vous nourrir, vous materner avec des choses positives. Et du coup, c'est pareil pour l'abondance et les clients, c'est qu'en fait, ce qui va être important, c'est d'aller voir vos freins, vos blocages à la réussite, et en même temps d'accompagner cette réussite et ce travail sur soi par rapport à la prospérité, à la clientèle, par des choses positives chez vous. Donc, vous pouvez bien sûr mettre des images qui font écho à la réussite. Vous pouvez très bien effectivement mettre un vision board, un tableau de visualisation effectivement avec des images de prospérité, avec des phrases de ce que vous voulez atteindre comme objectif. Par contre, voilà, je fais juste un petit warning avec cette question de. Par contre, moi, je vous conseillerais quand même de fuir un petit peu les personnes qui vont vous dire achetez telle chose et ça va absolument marcher, ou faites telle technique feng shui et ça va absolument marcher. Voilà. Pour moi, c'est un accompagnement, c'est quelque chose qui va vous faciliter les choses, de mettre des choses qui sont liées à la prospérité dans votre environnement. Par contre, si vous avez un blocage lié à l'argent parce que dans votre enfance, on vous a dit que les patrons, c'était les mauvaises personnes, et que parce que vous êtes d'un milieu ouvrier, par exemple, et que vous avez envie de réussir et d'avoir de l'argent, bah forcément, vous allez inconsciemment associer l'argent au fait de devenir une mauvaise personne aux yeux de vos parents ou de votre famille. Donc, du coup, ça va être compliqué pour vous de prospérer. Donc, c'est aussi ça qu'il faudra aller voir avec l'aide d'un thérapeute, d'un coach ou de quelqu'un qui peut vous aider à aller voir vos traumas. Et là, le feng shui pourra servir de grille de lecture, et je me répète, accompagné avec des symboles positifs. Mhm. Oui, oui, oui. En fait, c'est non seulement un travail sur notre environnement, mais également un travail intérieur. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Et on arrive doucement à la fin de cette interview. Et en fait, j'ai une petite question. On parle d'environnement physique. Au niveau de l'environnement digital et la communication sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être aidant aussi de la part du Feng Shui par rapport à ces réseaux sociaux? Oui, alors effectivement, je pense que les grands principes du feng shui peuvent être utilisés de toute façon, pardon, par rapport à tout ce qui va être visuel en général. Donc, c'est-à-dire être dans des questions de fluidité énergétique, de clarté, de cohérence, d'authenticité. Parce qu'effectivement, le feng shui, l'objectif, c'est aussi d'aller vers son authenticité, hein, de l'exprimer chez soi. Donc, pareil pour sa communication. Et moi, je dirais, on peut quand même, encore une fois, booster un peu son secteur ouest, hein, qui va être lié justement à l'innovation, et son secteur sud-ouest qui va être lié à la relation aux autres, et aussi le sud, à la façon dont on se montre. Voilà, donc encore une fois, un petit peu booster ces secteurs chez soi. Et pour les réseaux sociaux, je dirais aussi pour les vidéos et les photos, le Feng Shui va vous aider aussi, parce que quelque part, si vous faites des photos de vous ou des vidéos de vous chez vous, forcément, les personnes vont être intéressées par ce que vous allez être en train de dire, mais ils vont également, quelque part, être impactés visuellement par ce qui se passe derrière vous. Toi, par exemple, ton très beau tableau m'attire l'œil, effectivement. Donc, tu vois, effectivement, il y a cette notion de je suis intéressée par ce que tu dis, et en plus, visuellement, le fond est très agréable, tu vois. Donc, il y a cette notion-là aussi dans la communication, c'est que les personnes qui vont faire des vidéos ou des photos de chez eux, forcément, vont se montrer personnellement et vont montrer leur intérieur. Donc, c'est en ça où le Feng Shui peut aussi les aider à booster leur image d'eux-mêmes par les réseaux.
Oui, oui, c'est complémentaire. Bah, écoute, merci beaucoup Maude, déjà, par rapport à Merci. tout ce que tu nous as partagé. Et dernière question, si tu devais donner de derniers conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans la mise en place du Feng Shui, alors moi j'ai un conseil tout trouvé, c'est de te contacter, mais comment, Ah, merci. voilà, comment on fait, comment ça se passe? Alors, je dirais déjà d'appliquer un maximum les conseils qu'on a partagés ensemble toutes les deux lors de cette discussion. Également d'identifier la problématique principale, ou s'il y en a deux, trois maximum, mais pas forcément trop, mais déjà vraiment les axes sur lesquels, selon eux, ils doivent travailler au maximum, vraiment pour pouvoir débloquer des situations. Et voilà, les identifier et commencer à trouver des solutions par rapport à ça. Et s'ils sentent effectivement que ils bloquent un peu, comme tu disais, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel ou une professionnelle qui peut les aider sur ces sujets-là. Parce que de la même Et façon, je l'énonce, mais vas-y, on peut vas-y. parfois être un peu bloqué en se disant le feng shui ça va coûter cher, mais il y a plusieurs formules et ça peut aller du conseil à la demi-heure jusqu'à l'analyse complète. Donc il y a plusieurs formules pour se faire aider sur des sujets comme ça. Oui, oui, bah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Toi, tu interviens uniquement en présentiel ou à distance sur la France? Est-ce que c'est possible? Parce qu'actuellement, tu es en Alsace. Mais comment ça se passe, ton accompagnement? Alors j'interviens à distance ainsi que en présentiel. Donc et j'interviens plus à distance qu'en présentiel en termes de proportion. Donc c'est vrai que voilà, on sans problème en visio, par téléphone, par écrit. Effectivement, une fois que j'ai eu les plans de la personne, les photos et qu'on a échangé, je peux très bien faire un rapport par rapport à la problématique. Donc ça peut se faire de façon assez fluide, assez facile, quelle que soit la localisation. Tout à fait. D'accord. Et tu préfères qu'on te contacte comment? Alors, on peut me contacter via mon site internet, maudallo avec un seul L.com, également via Instagram, voilà, également Modalo, et après via Facebook, si voilà, les trois me vont sans problème. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, merci Maud Bah, pour merci tous ces beaucoup. partages. Merci pour ce moment partagé aussi. Et puis, bah, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast sur une prochaine activité que tu as, parce que tu as quand même beaucoup de cordes à ton arc. Donc, Merci. Bah, voilà. merci beaucoup, Moi, Catherine. à très bientôt. Bonne journée. Merci, à très bientôt. Merci, Catherine. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.